Saints et pécheurs. Le dimanche au Ranch Cooper était le seul jour où nous n'étions pas obligés de travailler. À la place, nous chantions des cantiques ou des psaumes, récitions nos prières et écoutions des sermons. Cela durait toute la matinée, généralement devant le dortoir ou à l'intérieur quand il pleuvait, ce qui n'arrivait pas souvent. Piggy montait sur une chaise et nous serinait ses sermons entre deux cantiques. Madame Piggy, comme nous l'appelions tous, restait consciencieusement à côté de lui. Son chien couché à ses pieds s'endormait rapidement et avait de petits mouvements convulsifs dans ses rêves qui rompaient la monotonie de la cérémonie. C'était une distraction bienvenue, l'occasion de nous donner des coups de coude ou de nous adresser des clins d'œil. Madame Piggy avait un petit accordéon, un concertina, dont elle jouait pour accompagner les cantiques, et elle chantait d'une voix étonnamment forte, nous guidant tous, les yeux fermés, fervente, recueillie. C'était le seul moment où on la voyait sûre d'elle et pleine de conviction. Elle semblait transportée sur les ailes de la foi, entièrement perdue dans l'esprit des psaumes. Sa voix flûtée retentissait, portée par la passion, par sa foi. Après chaque chant, elle criait d'un ton aigu « Alléluia, Dieu soit loué !» Puis elle baissait la tête, rentrait aussitôt dans sa coquille, redevenait cette Madame Piggy que nous connaissions tous, timide, lasse et terrifiée, tandis que Piggy Bacon se lançait dans un autre sermon tonitruant sur les saints au-dessus de nous et les pécheurs en dessous, c'est-à-dire nous, sur les démons, les feux de l'enfer et la damnation. Pendant tout ce temps, le chien dormait, l'air béat. Nous aurions tant aimé pouvoir faire la même chose. Nous n'étions pas seuls cependant aux offices du dimanche. C'était le seul jour où les aborigènes, qui vivaient dans la campagne environnante et qui venaient parfois travailler à la ferme, les petits noirs, comme les appelait Piggy, avaient le droit d'approcher la maison. Nous les voyions assez souvent, surtout les enfants, lorsque nous travaillions dehors, accroupis là à une certaine distance en train de nous observer. Parfois, nous en apercevions aussi plusieurs qui se déplaçaient en groupe à travers un nuage de chaleur à l'horizon. Ils ne marchaient pas, me semblait-il, mais ils flottaient au-dessus du sol. Lorsqu'ils rôdaient trop près de la ferme, Piggy Bacon les poursuivait à cheval et les chassait à coups de fouet, les traitant de voleurs et d'ivrognes. Le dimanche, cependant, Madame Piggy les invitait à manger des gâteaux et à réciter des prières. Même ce jour-là, ils ne s'approchaient pas trop et restaient accroupis à bonne distance pour écouter les cantiques et les sermons. Ensuite, Madame Piggy se dirigeait vers eux avec un plateau de gâteaux et de citronnade. Elle faisait le signe de croix sur leur front et les bénissait. Aucun de nous n'avait jamais vu autant de visages noirs auparavant, simplement de façon occasionnelle, un passant dans une rue de Londres peut-être, et j'avais croisé un jour 2 GI noirs en uniforme conduisant une jeep. Les aborigènes qui se trouvaient près du ranch marchaient pieds nus, étaient vêtus de haillons, et leurs enfants couraient partout sans aucun vêtement. Ils nous mettaient mal à l'aise, car ils semblaient parfaitement immobiles, accroupis ainsi, en train de nous regarder, leurs yeux sombres plongeant droit dans les nôtres. Ils nous regardaient fixement, nous les regardions fixement, mais nous ne nous parlions quasiment jamais. On ne pouvait jamais savoir ce qu'ils pensaient. Pourtant, j'étais content qu'ils soient là. Ils nous tenaient compagnie, dans cet endroit désolé de ciels immenses et d'immenses horizons, où nous voyions si peu de monde, leur simple présence était un réconfort. En dehors d'eux, presque personne ne venait jamais au Ranch Cooper. Lorsqu'un camion arrivait sur le chemin de la ferme, c'était un véritable événement pour nous, tellement c'était rare. Il passait 1 ou 2 fois par semaine, tout au plus, afin de livrer la nourriture pour les animaux, du fil barbelé pour les clôtures, et parfois des semences. Les chauffeurs s'asseyaient souvent sur la véranda, où ils buvaient de la citronnade avec Piggy et Madame Piggy. Ils mangeaient aussi des gâteaux. Nous n'avions droit à la pâtisserie et à la citronnade que le dimanche. C'était notre grand plaisir de la semaine. Un gâteau chacun avec une cerise sur le dessus. Nous nous mettions en rang, puis nous recevions l'un après l'autre la part de gâteau que Madame Piggy nous tendait. Elle nous bénissait et faisait le signe de croix sur notre front. J'aimais bien ça. C'était le seul moment où elle nous touchait. J'enlevais toujours la cerise de mon gâteau, la mettais dans ma poche et la gardais pour la fin. Parfois, je la gardais jusqu'au moment de me coucher, et je restais allongée en la sentant fondre lentement dans ma bouche, tandis que ma main serrait ma clé porte-bonheur. Ils essayèrent de nous faire réciter nos prières le soir. Nous devions tous nous agenouiller pendant 10 minutes, en silence. Je ne priais jamais, mais je formais ardemment des souhaits. Tous les soirs, étreignant la clé qui était autour de mon cou, je souhaitais m'en aller. Je souhaitais rentrer chez moi en Angleterre, retrouver Kitty. Au cours de cette première année,
j'en vins presque, comme les autres, à bien aimer Madame Piggy, et pas seulement pour ses gâteaux du dimanche, bien que cela eût certainement joué un rôle. En fait, j'étais désolée pour elle, nous l'étions tous, et d'une certaine façon, je pense que nous la respections aussi. À la différence de Piggy Bacon, elle travaillait aussi dur à la ferme que nous. Elle trayait les vaches avec nous matin et soir, et elle nous préparait nos repas. Le porridge, la soupe, le pain, les puddings au lait étaient peut-être répétitifs, ennuyeux, mais c'était chaud et servi régulièrement. Elle faisait tout elle-même. Et puis il y avait les bons jours, les seuls bons jours où Piggy Bacon partait pour la ville dans son camion et où nous restions à la ferme simplement avec elle. Nous avions toujours notre travail à faire, mais elle travaillait avec nous. Lors de ces rares jours heureux, on voyait la tension et l'épuisement quitter ses épaules. Parfois même, nous l'entendions rire, et nous étions comme elle. Sans Piggy Bacon, nous pouvions nous détendre, nous amuser. À ces moments-là, elle devenait une personne différente. Malheureusement, chaque fois, ces heures de répit finissaient trop vite. Nous, au moins, nous trouvions un certain refuge dans notre dortoir fermé à clé la nuit. Nous étions ensemble aussi, alors qu'elle n'avait que Piggy Bacon. Quelquefois, quand il avait bu, il lui jetait des objets à la figure. On entendait le bruit de vaisselle s'écraser dans la maison. Piggy Bacon criait contre elle, la frappait, la battait. Je ne l'ai jamais vue, mais nous l'entendions. « Comment oses-tu me dire comment je dois les traiter ? Je ferai ce que je veux et comme je veux. Tu m'entends, femme ?» Et il continuait à s'en prendre à elle pendant des heures. Nous l'écoutions, étendus sur nos couchettes, et le lendemain matin nous voyions les bleus dont elle était couverte. Peu à peu, il nous apparut donc qu'elle était l'une des nôtres, qu'elle était autant l'esclave de Piggy Bacon que nous. Je me suis souvent demandé pourquoi elle endurait tout ça, pourquoi elle restait avec lui. La seule réponse qui puisse avoir un sens était qu'elle le faisait par amour de Dieu et de Jésus. Je n'ai jamais connu de femme plus pieuse que la femme de Piggy Bacon. Elle l'avait épousé devant le Seigneur, elle ne pourrait donc jamais le quitter. Comme nous allions le découvrir, ce n'était pas seulement une femme qui croyait, elle vivait réellement sa foi et souffrait aussi pour elle. Un jour seulement, j'eus un aperçu de la profondeur de ses souffrances. Piggy nous avait dit à Marty, Wes et moi d'aller bêcher leur carré de légumes derrière la ferme. C'était un après-midi chaud et humide. Les mouches bourdonnaient autour de nous et nous harcelaient. Le sol était desséché, dur, impénétrable. Nous essayions de retourner la terre depuis des heures et nous en avions assez. Ce fut Marty qui proposa de nous reposer un peu et d'aller boire. Les idées de Marty étaient souvent dangereuses. Mais nous n'en pouvions plus et étions prêts à abandonner toute prudence, d'autant plus que nous ne risquions pas grand-chose. Piggy Bacon était passé quelques minutes auparavant lors de l'une de ces rondes surprises. Nous pensions que Madame Piggy travaillait quelque part dans la ferme. Après avoir abandonné nos fourches et nos bêches, nous courûmes vers la pompe à eau, près de la porte de derrière du bâtiment principal. Nous pompions l'eau l'un pour les autres, chacun s'allongeant sous le jet à son tour, laissant l'eau éclabousser son visage et buvant jusqu'à plus soif. C'était justement à moi de boire, je me délectais de la fraîcheur de l'eau, lorsque Marty et Wes cessèrent de pomper. Comme je protestais, ils me firent signe de me taire, puis ils se glissèrent furtivement le dos courbé le long de la maison. C'est alors que j'entendis moi aussi Madame Piggy pleurer à fendre l'âme. Je suivis les deux autres. Lorsqu'ils se redressèrent pour jeter un coup d'œil par la fenêtre, je les imitais. Debout sur la pointe des pieds, j'arrivais tout juste à voir quelque chose. Elle était assise là, se balançant d'avant en arrière dans son fauteuil à bascule près du poêle, son chien sur ses genoux. Sur la table près de nous, contre la fenêtre, il y avait tous les gâteaux du dimanche qu'elle avait faits. Elle essayait d'étouffer ses sanglots en chantant. C'était un faible murmure, mais on reconnut quand même quel ami nous avons en Jésus. Elle chantait un verset après l'autre, mais en les ponctuant de grands sanglots qui secouaient tout son corps. À un moment, elle leva les yeux et s'écria à haute voix « Pourquoi, doux Jésus, pourquoi ? S'il te plaît, prends ce calice de mes mains, Jésus. S'il te plaît, prends-le. » C'est alors que je vis le bleu violet sur son menton, les marques livides sur son cou et un peu de sang sur sa lèvre aussi. Elle priait, les mains jointes. Je me rappelle alors avoir souhaité la mort de Piggy Bacon, avoir pensé qu'un jour, je le tuerais. Je n'ai jamais vraiment fait de plan pour ça, bien sûr, mais j'avais envie de le tuer, tout comme Marty et Wes l'auraient voulu aussi. Ce qu'il fit ensuite aurait très facilement pu faire de moi un meurtrier, si j'en avais eu les moyens, si j'en avais eu le courage, si les circonstances ne m'en avaient pas empêché.
De Madame Piggy à Ida. C'était la période de Noël, notre deuxième Noël à la ferme, environ 18 mois après notre arrivée au Ranch Cooper. Pour le déjeuner du jour de la Nativité, Piggy Bacon et Madame Piggy, assis chacun à un bout de la longue table à tréteaux, mangeaient avec nous. Nous avions eu un jour de congé. En tout, nous en avions 3 par an, celui de l'anniversaire de Piggy Bacon, le dimanche de Pâques et Noël. Le matin avait été consacré aux chants et aux prières, et bien sûr au sermon aussi, comme un dimanche ordinaire, sauf que je préférais de beaucoup les chants de Noël aux mornes cantiques que nous chantions habituellement. Nous eûmes droit à des saucisses, à de la purée de pommes de terre en sauce, puis à un roulé à la confiture avec de la crème anglaise, ainsi que toute la limonade que nous désirions. Le meilleur festin de mon enfance. Je ne l'ai jamais oublié. Piggy et Madame Piggy étant là, aucun de nous ne disait mot, bien entendu. Aucun de nous n'osait parler. Mais de toute façon, je ne pense pas que nous en ayons eu très envie. Nous étions trop occupés à déguster notre délicieux repas pour songer à la conversation. Nous savourions chaque bouchée. Depuis ce jour, j'ai toujours adoré les saucisses. C'est après le repas que les choses se gâtèrent. Comme à l'accoutumée, l'un de nous dut se lever et dire les grâces. Nous ne récitions pas simplement le Bénédicité avant chaque repas, il fallait également dire une prière de remerciement après. Cette fois-là, cela tomba sur moi et Piggy Bacon m'obligea à recommencer car j'avais marmonné. « Parle fort au Seigneur !» m'ordonna-t-il, « et il t'entendra !» J'obtempérai et je récitai à nouveau la prière. Puis lui-même se leva, il s'éclaircit la gorge et annonça qu'il avait décidé de nous offrir un cadeau à chacun. « Un présent du Seigneur, dit-il, que nous pourrions garder soigneusement toute notre vie. » Il nous montra alors ce que c'était. Au bout d'une ficelle se balançait une petite croix en bois. « À partir de maintenant, vous devrez la porter tous les jours, annonça-t-il, et avec fierté, car c'est le signe de Jésus. » Un par un, nous fûmes appelés pour recevoir notre cadeau. Il accrocha une croix autour du cou de chacun d'entre nous. Nous remercions, lui serrions la main et allions nous rasseoir. En dehors de nos remerciements, toute cette cérémonie se déroulait dans un silence gêné. Madame Piggy, qui se tenait docilement à son côté, toutes les croix pendant à son poignet, lui en tendait une à chaque fois que l'un de nous se levait. Je remarquai qu'elle les embrassait avant de les lui donner. Mon tour arriva. J'étais debout attendant ma croix, les yeux levés vers Piggy Bacon, lorsque soudain son expression s'altéra. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit-il, et, en se penchant en avant, il saisit la clé que j'avais autour du cou, puis l'arracha violemment. « C'est à moi !» m'écriai-je, faisant un geste pour la reprendre. Il la tint hors de ma portée, l'examina, l'air perplexe. « Une clé ? Pourquoi faire ? La clé de quoi ? » « C'est ma clé porte-bonheur, lui répondis-je. C'est Kitty, ma sœur, qui me l'a donnée en Angleterre. Un porte-bonheur, tonna Piggy Bacon. C'est de la magie, et tout ce qui est magique est l'œuvre du diable. La chance, les porte-bonheur, ça n'existe pas. C'est Dieu qui décide de tout ce qui arrive dans cette vie, et dans l'au-delà aussi. Je fis un bond en essayant de lui arracher ma clé, mais il la tenait trop haut. C'est un fétiche, ce qui signifie que c'est l'œuvre du diable, que c'est de la sorcellerie, des fadaises. Tu porteras une croix, ou rien du tout. Alors, dis-je, surpris par mon brusque courage, alors je ne porterai rien du tout. Je fis demi-tour et m'éloignai. Il me donna des coups de fouet ce soir-là, bien sûr, et ensuite je dus courber la tête devant lui tandis qu'il me passait la croix autour du cou. Il dit que si jamais il voyait que je ne la portais pas, il me fouetterait de nouveau. « Et ma clé ?» lui demandai-je. « Je l'ai jetée !» répondit-il. « Elle est là où doivent aller tous les objets de sorcellerie. À la poubelle !» Cette nuit-là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ni Wes ni Marty ne purent me consoler. Ma précieuse clé avait disparu pour toujours, et je me sentais entièrement seule au monde, sans elle, comme si mes dernières racines avaient été arrachées. Tandis que je restais couchée dans le noir, j'avais la rage au cœur, j'avais des envies de meurtre, car je ne détestais pas seulement Piggy Bacon, je voulais vraiment le tuer. J'aurais pu aussi bien le faire. J'en avais le courage à présent. La vengeance et la fureur donnent un courage incroyable. Simplement, je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne voyais pas comment je pourrais le tuer, pas encore, mais j'étais décidée à trouver le moyen d'y arriver, et vite. Heureusement pour lui, heureusement pour moi aussi, les choses n'en vinrent pas jusque-là. La chance intervint, ou le destin, les circonstances, comme vous voudrez,
et cela d'une façon des plus attendues et des plus opportunes. En arrivant au Ranch Cooper, j'avais été terrifiée par les serpents et surtout par les araignées. Tous les jours, nous voyions toutes sortes d'êtres étranges et merveilleux près de la ferme des wallabies aux wombats. Mais je faisais attention aux araignées et aux serpents. J'en avais vu partout, des serpents lovés sous le bâtiment du dortoir ou se faufilant entre les grosses pierres en bas près du ruisseau. Les araignées, comme nous le découvrîmes, adoraient les toilettes, qui consistaient en une cabane recouverte de tôle ondulée attenante au bâtiment du dortoir. À l'intérieur, il faisait aussi chaud que dans un four, et ça sentait horriblement mauvais. Mais c'étaient les araignées que je redoutais et que je détestais. J'en avais si peur que j'essayais de ne pas aller dans cette cabane et de faire mes besoins dehors. Parfois, cependant, j'étais pressée et les toilettes étant juste à côté du dortoir, je m'y risquais. Mais je me dépêchais autant que je le pouvais, retenant mon souffle, essayant de ne pas regarder s'il y avait des araignées. On dit qu'on ne voit jamais la balle qui nous atteint. C'est pareil avec les araignées. On m'expliqua plus tard que c'était une veuve noire à dos rouge. J'étais assis sur le siège des cabinets. Cela se passa au moment où je me relevais. J'étais en train de remonter mon short lorsque je la sentis me piquer le pied. Une douleur aiguë me transperça et je la vis se sauver. Je sortis alors en criant. Je me revois tombant à genoux tandis que Mme Piggy courait vers moi. Je n'ai aucune idée du temps que je passais couché. Plus tard, Marty me dit que tout le monde pensait que j'allais mourir. Je me rappelle bien que j'étais conscient de ne pas être dans mon propre lit, qu'il y avait des rideaux, des tableaux au mur et une grande armoire. Je me souviens aussi que Mme Piggy entrait dans la pièce, s'asseyait à côté de moi, que j'avais très chaud et que je me sentais lourd, comme si des poids me tiraient vers le bas. Un jour, Mme Piggy vint, mais elle n'était pas seule. Un aborigène l'accompagnait, un homme qui habitait le bush, un bushman, aux cheveux blancs. Il examina mes yeux, toucha mon visage, me donna un remède à prendre et étala une sorte de cataplasme sur mon pied. Le remède était si amer que j'eus du mal à l'avaler. Mais quoi qu'il eût mis sur mon pied, cela produisit une merveilleuse impression de fraîcheur. Lorsque je commençai à aller mieux, Mme Piggy prit l'habitude de venir s'asseoir à côté de moi et de jouer de son concertina. J'adorais ça. Tous ces souvenirs ne sont peut-être pas des souvenirs finalement. C'est Mme Piggy qui m'en parla par la suite, quand je me rétablis. Comme je la remerciais d'avoir veillé sur moi, elle me répondit que ce n'était pas elle qui m'avait soignée, mais un petit noir, comme elle les appelait. Que c'était lui qui m'avait sauvé la vie, et pas elle. Surtout, pas un mot à M. Bacon, ajouta-t-elle. Il n'aimerait pas ça. Il ne croit pas en leur magie. Alors que moi, j'y crois. Il y a de la place pour toutes sortes d'alchimie et de miracles dans le monde. Voilà ce que je pense. Je passai la plus grande partie du mois dans mon lit de malade, dans la ferme même. C'est ce que Marty m'apprit plus tard. Il me dit que Wes et lui en avaient conclu qu'il valait presque la peine de se faire mordre par une araignée ou un serpent si l'on pouvait ensuite passer un mois de vacances à la maison. Je leur racontai tout, à quel point j'avais été bien nourrie et soignée, comment Mme Piggy avait veillé sur moi. Je leur parlais de sa gentillesse et du bushman qui m'avait sauvé la vie en me donnant son remède magique. Je leur racontai aussi la dernière chose que Mme Piggy avait faite, le matin où je devais quitter la maison. Elle était venue dans ma chambre. J'étais assis sur le lit, en train de boutonner ma chemise. « Voilà, dit-elle, c'est à toi, je crois. » Elle me tendit alors une boîte minuscule, comme une boîte à pilules. Je l'ouvris et vis ma clé posée sur une petite couche d'ouate. « Cache-la, me dit-elle, et cache-la bien. » Elle n'ajouta rien et sortit de la pièce avant même que je puisse la remercier. Je ne l'appelai plus jamais Mme Piggy après ça, et les autres non plus, car la rumeur se répandit bientôt que c'était une femme d'une grande bonté, qu'elle était allée chercher ma clé, qu'elle l'avait mise de côté et me l'avait rendue. Pour nous tous, désormais, c'était Ida. Nous savions à présent qu'elle était une vraie amie pour nous, mais nous ne savions pas encore à quel point et l'importance que cette amitié allait prendre. Il nous fallut supporter encore de nombreux et pénibles mois avant de nous en apercevoir. Maintenant que j'avais récupéré ma clé, mon envie de tuer Piggy Bacon avait entièrement disparu. On pourrait donc dire qu'Ida n'a pas seulement sauvé ma vie, mais qu'elle a sauvé celle de son mari aussi. Grand bien lui fasse. Quant à ma clé, je fis ce qu'Ida m'avait dit. Je la cachai bien. Mais je la gardai quand même près de moi. Juste au-dessus de mon lit, il y avait une fenêtre dont le linteau supérieur était légèrement fissuré,
à une extrémité. La fente était assez profonde, et j'y enfonçai ma clé, suffisamment pour qu'on ne la voie pas et que Piggy Bacon ne puisse jamais la trouver. Je la laissai là, elle ne quittait jamais mes pensées cependant. Chaque soir, avant de me coucher, je levais les yeux vers ma cachette. J'en parlais à Marty et à personne d'autre.